Oula, Sorry, on avait enregistrement. oublié d'enregistrer. C'est pas grave. Non, c'est que tu l'avais oublié. Non, ça va. Si, je crois. Super, donc vous pouvez poser, il y a déjà des questions qui tombent. Il y a Sophie qui demande quel est le nom de ton domaine, Jérémy. Le domaine, il est à notre nom, il est de Jérémy Huchet. On a un peu simplifié parce que comme on a un peu collectionné les terroirs, on avait Clos-les-Monty, domaine de la Chaudière, enfin ça commençait à devenir un peu rock'n'roll, donc on a simplifié, on a mis ça sous mon nom. D'accord. Alors, est-ce que peut-être, Romain, tu veux représenter peut-être l'appellation, les crus, si tu veux. Est-ce que tu as besoin de partager ton écran pour montrer des choses ou pas? Peut-être, oui, pourquoi pas, deux, trois petites choses, sachant que je vais passer vite sur certains éléments. Il ne faut pas hésiter à me couper si ça devient trop long. Ouais, tu vois, l'idée, si tu veux, c'est que tu poses le nombre d'hectares, la densité, le nombre de pépins sur chaque récolte, enfin un truc. Voilà. Non, voilà, tu poses juste le cadre rapidement, puis peut-être, tu vois, géographiquement, puisque l'idée, c'est peut-être de faire le focus sur le terroir, hein, sur les crues, etc. Peut-être de façon générique, puis ensuite, voilà, de situer les crues, et puis après, Et puis on peut faire le parallèle avec les vins de Jérémy, justement, parce que voilà, les vins sont plutôt sur un peu sur Goulen, Clisson, etc. Donc je pense qu'on pourra faire le parallèle et faire mieux. Oui, et puis ensuite, Benjamin, toi, tu peux peut-être donner ton avis, puisque tu en bois, tu en dégustes, tu en achètes. Comment tu perçois les crues, voilà, on va peut-être laisser commencer Romain, si tu veux. Ok, pas de problème, avec plaisir. Donc, on a le partage ou comment ça marche? Tu as en bas, tu as partagé ton. D'accord, c'est parti. Et il y en a qui ont déjà bu du muscadet. Hein, donc, tu fais attention quand tu partages de bien partager le bon écran, pas celui où il y a les photos. Ouais, on va essayer. De vacances. Les photos de vacances. Donc, je vais bref parce qu'on peut tenir longtemps là-dessus, mais je vais au moins présenter brièvement un peu le vignoble ou sa carte d'identité. Donc, le vignoble muscadet, finalement, si on doit le résumer très simplement, c'est avec 3 points, c'est-à-dire qu'on est sur un socle géologique particulier qui est issu d'un massif ancien, c'est le prolongement du massif armoricain. Donc, c'est plutôt donc, des roches de type magmatique. Donc, on va retrouver, comme l'expliquait Jérémy, des gabbros, des granites, des gneiss, des micaschistes, des amphibolites, des orthogneiss. Donc, c'est plutôt ce type de série de roches. Ça veut dire qu'on n'est pas sur des terrains calcaires du tout. On est vraiment sur des terrains cristallins. C'est un climat océanique relativement septentrional. On est dans le nord-ouest du vignoble au niveau français, avec des caractéristiques climatiques liées à ça. Et c'est aussi un cépage singulier qui est le melon B. Le melon dit melon blanc. Parfois, par extension, on l'appelle melon de Bourgogne parce que c'est vrai qu'il est notamment originaire de là-bas. C'est un cépage qui fait partie de la famille des Gouais. Hein, c'est un cousin du chardonnay, par exemple. Voilà ce qu'on peut dire. Il faut avoir en tête que c'est un cépage, on peut peut-être dire un mot sur ses particularités. Le melon, c'est un cépage qui n'est pas variétal. On en disait un mot tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il ne se caractérise pas par des notes aromatiques qu'on pourrait retrouver dans la plupart des situations, à la différence d'autres cépages qui ont cette caractéristique, comme les sauvignons, les muscats, la série des tramineurs ou des choses comme ça. Donc là, l'intérêt de cette caractéristique aussi, c'est qu'il peut vraiment, finalement, un peu sublimer ou vraiment caractériser différents types de terroirs en finalement exhalant davantage les caractéristiques propres à certaines situations et bien sûr aussi à certaines pattes de vignerons. Et ça, c'est un point qui est relativement important. Donc finalement, un vignoble qui réunit déjà ces 3 caractéristiques, le melon, ce type de sol et le climat, ça fait déjà finalement en soi la particularité du vignoble nantais et du muscadet. Parce que c'est vrai que la majorité, évidemment pas tous, mais beaucoup de vignobles sont plutôt sur des socles sédimentaires, par exemple. Donc ça, c'est un élément qui est relativement important. Donc il est au nord-ouest de Nantes, comme on peut le voir là. Le vignoble muscadet, actuellement, c'est entre 7 et 8 000 hectares. C'est donc avec 4 appellations. On va en dire un petit mot. Je ne sais pas si on va les retrouver.
par là, voilà, une forme de hiérarchie avec 4 appellations, une appellation muscadet, en général, des appellations sous-régionales, qui s'appellent muscadet Sévrémen, Coteaux de la Loire et Côte de Grandlieu, sachant que le Sévrémen est vraiment la plus importante en termes de superficie. Et donc des communales, qui sont un peu notre sujet notamment aujourd'hui, qu'on appelle les crus. Donc on en a 7 reconnus à ce jour, qui sont donc Clisson, Le Palais, Gorges, Château-Thébault, Monières-Saint-Fiacre, Goulaine, Nouzillon-Thiers. Donc vous en avez 7 de reconnus et Et voilà, et d'autres en cours d'instruction qui sont Valette, La Foissière et Champtousseau dans les Côtes de la Loire. Donc voilà, en quelques mots, et peut-être un petit mot juste sur l'historique muscadet, c'est toujours bien de se repositionner. On est sur un vignoble alors où la vigne est présente de manière endémique depuis très longtemps, au Moyen Âge et avant. On sait que le melon est présent au moins depuis le XVIIe siècle. On sait qu'il s'est a priori, la légende dit, c'est toujours dur à vérifier, mais qui s'est imposé complètement à partir de 1706-1708. avec la fameuse gelée là, les fameuses gelées d'hiver où il aurait mieux survécu. Toujours est-il qu'après cette date, il a vraiment pris le dessus sur les autres. Historiquement, on a eu dès les années 20 déjà des tentatives un peu de ce qu'on appelle de hiérarchisation, de défense des appellations avec des premières tentatives de grands crus ou autres, mais avant que l'INAO se structure. Et donc les premières appellations muscadet, c'est-à-dire Sévrémen et Coteaux de Loire, ont été reconnues en 1936. Donc elles ont fait partie du premier train de reconnaissance d'AOC, l'INAO étant fondée en 1935. Et puis les Côtes de Grandlieu un peu plus récemment en 1994, et donc les premiers crus qui sont Gorges-le-Palais en 2011, et les 4 suivants en 2019. Voilà, ça c'est pour, de manière très condensée, faire un petit rappel historique, bien sûr de manière très très condensée. Si on veut, voilà, ensuite, on va peut-être, voilà, un petit mot juste sur la géologie, mais ce qui nous permet. On peut peut-être laisser soit Benjamin, Oui. soit Jérémy dire un petit mot sur la mention sur lit. Hein, si je me souviens bien, c'est qu'on doit boire les vins allongés, c'est ça. Je laisse Jérémy répondre à cette question. Ah, la mention sur lit, c'est un peu délicat. C'est une technique de vinification. Elle n'est pas liée à un terroir. C'est une technique de vinification. Le muscadet reste sur ses lits de fermentation, donc, qui sont majoritairement composés des levures qui ont fait la fermentation du vin. Les levures en fin de fermentation meurent, elles sédimentent, elles tombent au fond des cuves. On peut faire un petit mot là-dessus, des cuves qui sont souvent des cuves en béton enterrées dans le Nantais, cuves d'élevage. Et donc, ces levures se déposent tranquillement au fond des cuves. Elles constituent la lie. Et au fur et à mesure des mois et des années, l'écorce, la paroi de ces levures va se désagréger et va apporter un petit peu de matière et de complexité au muscadet, et va surtout lui apporter une capacité à traverser le temps, à mieux vieillir, par son côté à la fois réducteur et également par ses apports enfin un peu techniques en colloïdes, par les éléments qu'elles vont libérer. Et toi, Benjamin, avant que notre ami Romain rentre un petit peu dans la présentation des crus, comment tu perçois les crus, comment c'est perçu par la clientèle et qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? C'est perçu comme un vrai renouveau. Il y a souvent un parallèle qui est fait. Déjà, ça va s'adresser comme à des clients qui sont souvent gastronomes, qui vont vouloir avoir un rapport avec la notion de terroir. Le parallèle qui est souvent fait, c'est ce qu'on fait avec le Beaujolais, du coup, qui est un vrai cousin aujourd'hui dans l'histoire entre le vignoble nantais et puis Basqueville, Beaujolais, avec des crus qui sont en place depuis un certain temps, mais qui ont une notoriété de consommateur qui commence à être installée, mais voilà, qui renaît un petit peu de ses cendres. Aujourd'hui aussi, moi, je reçois en ce moment notamment plein de nouvelles tarifications de nos amis bourguignons. Et c'est vrai que comme on a pu avoir les amateurs de la Côte de Boulogne qui avaient l'habitude d'acheter des Puligny
Meursault, Chassagne, avec des crus qui s'envolent depuis la mondialisation, se sont tournés un peu vers le Jura, mais le Jura, pareil, aujourd'hui, ça devient inaccessible. Et moi, je fais souvent le parallèle qu'aujourd'hui, sur des appellations monocépages de blanc sec et des vrais vins de garde et de race, le muscadet, c'est sûrement un des meilleurs rapports qualité-prix au monde par rapport au travail qui est fait derrière, quoi. Mes 2 compères pourront en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, par rapport aux élevages sur l'IKEA et cetera, l'immobilisation du vigneron et le travail qu'il va faire derrière, on n'est pas sur des élevages de 6 mois. Et par rapport aux différentes typicités qu'on va retrouver, en fait, aujourd'hui, c'est une appellation qui, jetez-vous sur ces bouteilles-là parce que, moi, ce que je souhaite aux vignerons, à Jérémy et ses collègues et cette nouvelle vague de vignerons, c'est de valoriser les bouteilles, au-delà de ce qu'elles sont aujourd'hui parce qu'il y a un travail extraordinaire qui est réalisé, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis, Benjamin, on a certains agents qui nous disent le prix de vos bouteilles, il correspond à l'augmentation qu'on vient de prendre chez certains. Non, mais c'est une question de confiance, en fait, mais aujourd'hui, en fait, vous êtes, un petit peu, la poule aux œufs d'or, le de ces dégustateurs qui gardent un peu secret peut-être, ces choses. Mais moi, ce que je vous souhaite, c'est que du coup, l'ensemble du travail qui est fait depuis une dizaine d'années, par Romain et cette nouvelle génération de vignerons, du coup, redore, l'image du vignoble et puis surtout, il y a une prise de confiance et de conscience aussi du potentiel qu'il y a derrière, quoi. Parce que du coup, le chemin est long, mais il y a une très, très belle dynamique qui est mise en place, quoi. Alors, on a une question là d'un participant qui demande les crus sont-ils tous élevés sur lit? Comment vous travaillez vos crus, par exemple, Jérémy? Les crus, effectivement, sont tous élevés sur lit. Ça fait même partie du cahier des charges des crus. Ils doivent rester enfin, ça dépend des cahiers des charges. Des crus comme Goulen doivent rester 18 mois sur lit. Des crus comme Château-Thébault, Gorges, c'est 2 ans, c'est 24 mois d'élevage sur lit. Donc là, on a l'autolyse complète des levures, comme je disais tout à l'heure. Et Romain a souligné un point très important tout à l'heure quand il disait le melon de Bourgogne, hein, donc le cépage du muscadet, c'est un cépage qui est peu variétal, donc peu aromatique, mais il laisse une grande place à l'expression du terroir d'où il provient. Et également, le fait qu'il soit peu variétal, ça fait que ces lits, ces fameuses levures, hein, ces lits qui se déposent au fond des cuves, souvent sur des cépages variétaux type Sauvignon, on est obligé de soutirer le vin après la fermentation parce que il est souvent sujet à avoir des grosses réductions, vous savez, des arômes un petit peu chou qui cuit, des choses comme ça, pas toujours très agréables. Et le melon de Bourgogne, le fait qu'il soit peu variétal, il n'y a pas de problème. 95% des cas, on peut laisser le vin sur ses lits de vinification sans jamais le soutirer. Et donc, pour les crus, c'est 18 à 2 ans d'élevage en fonction des appellations. Et puis, beaucoup de vignerons dont on fait partie poussent les élevages à 3, 4, 5 ans sur lit. Donc, souvent en cuves souterraines, des cuves en béton qui sont carrelées. Et moi, ce que je trouve assez incroyable, on va repasser la parole à Romain pour qu'il nous fasse une petite description des crus, c'est que finalement, dans les années 90-2000, on a beaucoup été dans des vins avec de la séduction, donc cet aspect floral, variétal. Et je trouve que depuis maintenant 7-8 ans, il y a une vraie reconnaissance, il y a une vraie recherche du terroir. Et des cépages, je parlais tout à l'heure du Chasselas, par exemple, en Suisse. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un grand sommelier suisse dans les années 2000. Et il me disait, voilà, il y a tous les vins normaux et il y a les jeux la coupe du Chasselas, ils appellent ça les Jeux paralympiques. Parce que le Chasselas, c'est un cépage voilà, aussi qui, de prime abord, ne révèle pas peu de choses. Quand il est bien mené et qui libère son énergie, comme vous savez le faire sur le melon et le muscadet, c'est des vins qui portent une vibration et une émotion forte. Et surtout des vins qui vont très loin dans le temps. Moi, j'ai eu la chance de goûter des... Voilà, je connais Jo Ambron depuis le début de ma carrière en 91, donc j'ai encore des 99, des 2006, il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres. Mais voilà, de goûter des muscadets qui ont 15-20 ans, il y a, je pense entre autres à des 99 que j'ai ouvert récemment,
il y a des grands noms de la côte de Beaune qui sont pas aussi frais, voilà, pas aussi frais, pas aussi en place que ça. Ouais. En plus, il y a des vins jaunes, qu'il y a des chardonnays. Et c'est un vrai, je trouve que la vision du muscadet aujourd'hui, c'est ça, elle est très positive sur l'avenir et elle va vraiment prendre de l'ampleur et une vraie place. D'ailleurs, on le retrouve ça me fait écho parce que le melon qui ne prend pas la place du cépage variétal, on le retrouve aussi avec les dimensions aujourd'hui de la complantation qui revient beaucoup plus aussi, où on a envie de mettre en avant le lieu plutôt qu'une variété. Et là, je trouve que le muscadet, ça le représente bien aussi. Après, ce qui est intéressant, juste pour rebondir sur l'élevage sur lit, c'est que ce que disait Jérémy, c'est qu'en fait, le fait d'utiliser des cuves souterraines qui sont souvent en béton, c'est qu'on est sur un élevage qui va être neutre en fait. On va pas avoir de modifications aromatiques et d'apports exogènes liés à un élevage. Et en fait, du coup, ça permet de A à Z en fait, d'avoir un cépage qui est une éponge à terroir, un élevage qui est neutre, et donc du coup, en fait, tout est fait pour faire ressortir les caractéristiques que vous allez retrouver dans les sols, et puis effectivement, les différences, surtout de texture, que vous allez avoir dans les différents crus. Exactement. D'ailleurs, donc là, on a une question. Tiens, Ludivine, est-ce que tu veux bien actionner ta caméra, s'il te plaît? Ludivine, c'est une de nos apprentis sommeliers cavistes, puisqu'on est présent à Nantes, hein, Et oui. en collaboration avec l'UFT. Donc, on a une école de sommelier caviste qui a démarré. Donc, ce sera sa deuxième promotion bientôt qui va s'ouvrir. Donc, si Ludivine, tu veux bien ouvrir ta caméra. Est-ce que, Romain, tu peux relâcher le partage d'écran juste 2 secondes et puis après, je te repasse la main. Super. Est-ce qu'on a Ludivine dans le coin? Tu as ouvert ta caméra, Ludivine? Ouvre-moi ton micro pour que tu puisses poser ta question. Ah, il est là, juste là. Ah oui, Ludivine. J'ai une question pour... Ludivine? Bon, on n'arrive pas à se... Bon, on va poser la question pour toi alors. Donc, Ludivine, elle demandait, lorsque l'on goûte les différents crus, Gneiss, Schist, Gavro, etc., comment on les identifie gustativement? C'est une bonne question. Ça demande quand même, comme on disait, le fait que le muscadet ne soit pas très variétal, ça demande quand même une certaine application, puis un peu de sensibilité à la dégustation, parce qu'on est souvent sur des nez qui sont assez discrets. Oui. On est souvent sur des nez qui sont assez discrets. Moi, je trouve que sur les crus Clisson, je vais prendre un petit peu les deux opposés. Sur le cru Clisson, on va être sur des notes de fruits un petit peu plus mûrs, voire un petit peu d'agrumes et de fruits blancs. Et sur le Gorge, où on est sur des terroirs de gabbro, c'est vraiment un coureur de fond qui va se livrer beaucoup plus tard. On est sur des notes un petit peu d'herbes séchées, des notes de pierres humides, un petit peu fumées. Et ce qui est très important et où vraiment on a un travail de pédagogie à faire, c'est de dire à nos consommateurs de faire attention aux fins de bouche. Souvent, on fait attention au nez, puis on déguste et hop, on se met à jacasser. Alors que sur les beaux vins de terroir et d'élevage, c'est sur les fins de bouche que ça va se jouer. On va faire gaffe à cette salinité, au côté un petit peu cristallin, ce que j'entendais tout à l'heure, où ça vibre un petit peu. Et c'est là que les beaux vins de terroir, ça se trouve. Donc, il ne faut pas tout de suite se mettre à jacasser, il faut faire gaffe aux fins de bouche dans les muscadets. Alors, pour compléter ce que tu dis, nous, au sein de l'école, voilà, on travaille beaucoup, entre autres, avec Jean-Michel Deiss et d'autres personnes des Bourguignons sur la dégustation géosensorielle. Et voilà, donc ces fins de bouche, elles sont vraiment illustrées par la concentration tactile des vins. Et on sait que sur les terroirs cristallins, je ne sais pas si Gabriel Lépousé est avec nous, s'il nous entend, donc voilà, qui est nos chercheurs à l'Institut Pasteur, avec qui on travaille beaucoup sur les mécaniques de perception du cerveau, etc. Et on sait qu'en général, les terroirs cristallins sont extrêmement chargés en acides aminés et qui vont avoir une concentration assez particulière qui va plutôt favoriser. Alors bien sûr, c'est à moduler selon la composition des sols, si la vigne s'implante dans le sol, si le sol est vivant, s'il y a une relation d'amour aussi entre le vigneron et son travail, etc. Mais on va souvent avoir des salivations qui sont plutôt sur le devant de la langue et des fins de bouche qui s'étirent. Alors bien sûr, après, il y a plein de composantes, mais nous, au sein de l'école, on fait souvent des oppositions sol sédimentaire, sol cristallin, et on a très nettement, avec un petit peu de pratique, on propose un exercice très simple d'ailleurs, où on le fait sur des eaux de test, on met une eau avec chargée en acide glutamique, puis une eau chargée en acide citrique,
juste pour observer la densification de la salivation par rapport à la concentration du sol, enfin, la relation avec le sol. Et voilà, je pense que ce serait intéressant qu'on discute là-dessus la mis off sur. On pourrait même se prévoir un petit programme d'études. Nous, on serait très contents avec le CFA de Nantes de vous mettre des panels tests là-dessus et de travailler sur ce sujet si vous êtes preneur. Ça peut être très, très intéressant, en effet. Ouais. Voilà, donc peut-être que Romain, tu veux reprendre la parole, le partage d'écran, puis nous présenter un peu les différents crus. Oui, alors on peut en dire un mot après, comme comment dire, pas essayer, je ne vais pas forcément y passer un quart d'heure sur chaque crue parce que je pourrais, mais ça pourrait être vite un peu, comment dire, difficile à tout assimiler. Alors, je vais. Tu peux peut-être nous mettre une carte des crues à l'écran, ça nous permettra de bien visualiser. C'est ça, exactement, c'est ce qu'on va faire. Super. Alors, je vais quand même vous rapidement passer par une carte de géologie, mais qui permet juste déjà de voir un peu la diversité qu'on va avoir. Hein. Vous allez voir en tracé bleu l'ensemble du Sèvres-et-Maine. Voilà, je suis un peu restrictif, donc je m'excuse pour nos amis des Côtes-au-Loir, mais on voit surtout le Sèvres-et-Maine. Et vous pouvez voir, alors sans rentrer dans le détail, mais un enchevêtrement effectivement de différentes séries de roches. Sur la zone sud, ce sont les granites, donc qui est ce qu'on appelle un granit porphyroïde à demi-K, qui est un peu le granit de la photo, si je puis dire, hein, le granit qu'on peut voir en Bretagne dans les chaos ou des choses comme ça. C'est ce type de granit, un granit assez particulier qui fait des sols assez rudes. Cette grande masse bleue, verte, pardon, regroupe en fait ce qu'on appelle les gabbros. Alors le gabbro, en fait, techniquement, c'est l'alter ego du granit, mais issu du manteau océanique, la croûte océanique. Hein, le granit est issu d'un magma de croûte continentale qui s'est refroidi en profondeur, et le gabbro est issu d'un magma de croûte océanique qui s'est refroidi en profondeur. C'est une roche qui est finalement très très rare au niveau viticole. Hein, il y a très très peu de vignobles où on va retrouver cette roche. Vous allez retrouver donc sur la partie ouest une zone qui correspond notamment à la granodiorite et granite de Château-Thébaux. Là, vous avez le petit 2, c'est une zone qui correspond à des gneiss. Vous avez des orthogneiss autour de la Fouassière, un peu sur le centre, et plutôt au nord, c'est une zone alors qui est encadrée par les marais de Goulaine, mais qui va regrouper des roches dites plutôt métamorphiques, donc une série de micaschistes et gneiss. Voilà, sans aller plus loin, mais ça vous montre surtout une très forte diversité. Peut-être que Jérémy, vous pouvez juste, parce que je sais que vous avez quelques parcelles là, sur Clisson, sur Château-Thébaux, etc. Peut-être faire un parallèle entre ces deux, parce que là, les parcelles ne sont pas si loin non plus, et quelles sont les différences sur vos cuvées, peut-être pour les gens qui voudraient les goûter. Donc sur évidemment ce que montrait Romain, je ne sais pas si tu peux remettre la carte que l'on avait, s'il te plaît. Hop là. Oui, donc sur le numéro 3, c'est le cru Château-Thébaux, c'est le siège d'exploitation, c'est là où nous on travaille depuis mon papa, mon grand-père, etc. La falaise de Poncafino, pour simplifier, pour ceux qui viennent dans le coin, hein, un granit à mi-chemin vers le gneiss qui est un petit peu ocre, qui contient un peu de fer dedans, qui donne sa couleur. Donc là, c'est le siège d'exploitation. On a quelques vignes juste en dessous du numéro 3 sur le granit de Clisson, les parties violettes. Romain le disait très très bien, un granit, voilà ouais, le petit curseur de Romain, un granit qui est vraiment la photographie du granit breton, un granit qui se taille bien, sur lequel on peut faire des vraies pierres de taille, des pierres d'angle pour les maisons. On a le Clos Lémonti qui est sur la partie 4. La partie 4. Alors c'est un peu plus rock'n'roll sur Goulaine, puisque sur le cru Goulaine, il y a des petites buttes qui sont dues à des intrusions de lave basique qui ont traversé le socle de micaschiste dont parlait Romain, là, sur le numéro 4. Voilà, le petit curseur là où on voit les petits traits verts qui correspondent à la butte de la Roche, où il y a les vins de la famille Luneau, que vous connaissez probablement, et puis après le Clos Lémonti, où on fait des crus Goulaine un peu plus structurés que la moyenne. Et puis, on travaille également sur la partie numéro 2, où je loue des vignes, ce que je disais, où on est fermier, on fait le cru Monnier-Saint-Fiacre sur des terroirs de gneiss.
Donc voilà, on a tous ces vins qui sont en élevage pour un minimum de 3 à 4 ans. Donc ça nous fait beaucoup de petites cuves d'immobilisés. Mhm. Voilà, D'ailleurs, alors on a une question juste avant que Romain reprenne. Excuse-moi, Romain. Il y a une question de Marc là qui nous dit avec le climat océanique, est-ce que les pratiques d'agriculture bio et biodynamique sont fort développées pour favoriser l'expression des terroirs? C'est une super bonne question. Bien, aux auditeurs. On a environ 400 vignerons sur le Nantais. Je pense, Romain, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Je pense qu'il y a 40-50 vignerons qui sont en agriculture biologique. Oui, un peu plus maintenant. Un petit peu plus, oui, Un ça va petit en peu plus. s'amplifiant. On n'est pas loin des 60-80. Ça fait 15-20%, quoi. Oui, ça fait 15-20%, mais il faut savoir que sur un climat océanique, on a deux handicaps pour l'agriculture biologique sur le muscadet. On a le climat océanique, évidemment, où il pleut, c'est cliché, il pleut régulièrement, mais surtout aussi, on a beaucoup d'hygrométrie qui est apportée par l'océan. Et puis, le melon de Bourgogne, un cépage très, très fragile au mildiou. Donc, notre gros point critique, c'est de réussir à contenir le mildiou avec seulement maintenant 3 kg de cuivre pour l'agriculture biodynamique et 4 kg pour l'agriculture bio. C'est un vrai défi qui met le vigneron vraiment sur le fil du rasoir. Quasiment tous les ans, il y a une période clé où on peut perdre la récolte. Et ouais, c'est assez chaud. C'est pas aussi simple que dans la vallée du Rhône ou en Corse de faire de l'agriculture bio chez nous. Et comment ça se passe ces dernières années, justement? Parce on a forcément eu des questions là, sur le réchauffement climatique et notamment avec peut-être l'avenir avec de nouveaux cépages, etc. Comment ça se passe ces dernières années pour vous? C'est un petit peu rock'n'roll. On a toujours un moment, un excès un peu climatique avec des agados, soit au printemps ou début d'été. Donc pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de bien couvrir la vigne. On utilise vraiment des microdoses de cuivre et puis également un petit peu de phytothérapie qui nous aide à contenir le mildiou, mais c'est quand même principalement le cuivre avec des passages, c'est dérisoire, c'est entre 100 grammes de cuivre métal et 250-300 grammes au maximum. Donc, vous voyez, c'est 100 grammes de cuivre métal pour couvrir 10 000 mètres carrés d'un hectare, c'est que dalle. Mais on doit toujours être dans l'anticipation, c'est-à-dire que s'il pleut lundi, que vous avez des nouvelles pousses de vigne qui sont formées, qui ne sont pas protégées, il faut absolument mettre cette petite pellicule de cuivre, que ce soit samedi, dimanche, peu importe. Faut que ça passe. Et puis après, un coup que la vigne a fait, ça avait raison, que les peaux des raisins sont un peu plus commencent à devenir translucides. Après, on peut un peu lever le pied, la vigne devient un peu plus résistante. Et puis, on est un petit peu plus cool. Mais je dirais, le réchauffement climatique, c'est plus qu'on a des à-coups climatiques, ce qui fait aussi que la vigne gèle, etc. Ça, c'est un peu rock'n'roll. Et puis, sur les dates de vendange, on le voit énormément. Ça, c'est flagrant. Là où mon grand-père, on était vraiment le muscadet à la limite septentrionale de culture de la vigne. Là où mon grand-père avait des fois de la peine à obtenir des maturités avec des muscadets là, qui ressemblaient, comme on avait vu la photo avec les desktops, là. Nous, c'est presque l'inverse. On est en train de faire attention à ne pas vendanger trop tard. C'est vraiment, ça s'est vraiment inversé. Je dirais, presque 2 années sur 3, on se dit, faut qu'on se dépêche, on va avoir un millésime un peu chaleureux, on va perdre un peu la tension qu'on aime bien sur nos fins de bouche, comme on disait. Donc, ouais, là-dessus, clairement, ça a bougé. Romain, si tu veux dire un mot, peut-être. Non, mais tu résumes bien. Et bon, comme tu disais, c'est la particularité du melon. L'un de ses points faibles, entre guillemets, c'est qu'il est très sensible au milieu. Alors ce qui ne facilite pas, vu qu'on est dans une zone océanique. Donc, ça oblige effectivement à une très forte technicité sur cet aspect-là. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, bon, la transition climatique, on la sent. Je pense que beaucoup de la sentent dans le monde agricole. Et qu'on regarde sur l'historique de vendange, l'historique de maturité depuis une trentaine d'années, on vendange alors un peu plus tôt, mais surtout plus mûr, avec des cinétiques de maturité qui sont globalement assez importantes. Ce qui n'est pas forcément un mauvais pour le vignoble, qui était quand même un peu sur une limite nord, donc c'est plutôt intéressant, mais ça oblige les vignerons
à être très fins dans le suivi de leur vendange, surtout s'il y a des étés très caniculaires. Ouais, Et est-ce que, vas-y, Benjamin. moi j'ai une question, j'en profite d'avoir des professionnels. Non, mais il y a aussi, ben, tu l'as évoqué un petit peu rapidement, Jérémy, mais il y a une vraie problématique de gel aussi, notamment, vous avez encore été touché l'année dernière. Est-ce qu'il y a un travail sur des tailles qui sont, entre guillemets, un peu plus tardives, sachant que vous êtes quand même sur une densité de plantation à l'hectare qui est pas celle de l'Anjou, votre voisin, par exemple. Est-ce que ça, c'est un des leviers qui permettrait peut-être de décaler le cycle végétatif? Ah bah, clairement, hein, si on pouvait tout tailler au mois de mars, ça serait l'idéal. Hein. Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. Mm. Après, sur le terrain, comme tu l'as dit, on a 7000 pieds hectares. On a déjà de la peine à trouver des gars qui font pas des coupeurs de bois, mais des bons tailleurs de vigne. On ne peut pas techniquement tout passer dans le mois de mars, mais c'est certainement l'un des leviers avec le plus de. Enfin, je trouve qu'on peut mettre des brûlots, on peut mettre des éoliennes, etc. Mais tailler au mois de mars, c'est certainement la pratique qui aurait le plus de bon sens. Hein, ça, c'est sûr. Merci. Et Benjamin, toi, comment tu perçois les derniers millésimes sur la zone nantaise? Les derniers millésimes, plutôt sur des maturités méridionales, dans le sens où je pense qu'il y a aussi une évolution aussi sur les dates de récolte, peut-être davantage de suivi sur les maturités, que ce soit des maturités technologiques ou phénoliques, du coup. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a plus de précision aujourd'hui dans les dates de vendange, hein, parce qu'il y a peut-être des fenêtres de tir, de passage qui sont peut-être un peu plus compliquées. Mais du coup, on est sur des choses qui sont beaucoup plus précises aussi, quoi. Voilà. Moi, je sens, globalement, c'est plus pour parler sur des muscadets AC ou sur des cévrémènes assez classiques. Et tu parlais tout à l'heure en préambule de ces muscadets des années 2000. Alors, on en voit encore aujourd'hui en rayon de grande distribution, mais où la notion de levure aromatique, on était voilà, ces faux arômes variétaux. En fait, aujourd'hui, finalement, le côté variétal du muscadet sur des muscadets assez jeunes, il y a des mises qui sont plus de printemps, ce côté salin, et iodé, du coup, qui est cher aux jolies huîtres, et ben, revient un petit peu sur le devant de la scène, et ça fait plaisir. On a une vraie sapidité et salinité et des jolies énergies, et même sur des vins assez simples, quoi. Et qualitativement, je trouve que du coup, alors peut-être qu'on a perdu en exubérance, et cetera, mais finalement, c'est pas ce qui sied bien au melon et c'est pas son naturel, quoi. Donc, moi, ça va bien d'avoir un melon de Bourgogne qui soit un melon de Bourgogne et pas le Sauvignon aussi, quoi. C'est aussi sympathique. Ce qui est hyper sympa, c'est que quand tu finis le verre, tu as envie d'en boire un deuxième. C'est ça, une bouteille, c'est le coefficient de torchabilité et la vitesse à laquelle vous allez la descendre, quoi. On peut en utiliser tout ce qu'on veut, mais n'empêche que c'est ça le plus Avec, important, quoi. avec modération, bien sûr. Des questions un peu techniques, peut-être je te laisse rebondir, Justine, il y a des choses intéressantes qui sont. Ben, Romain a écrit déjà, donc tout va bien. Ouais. Ouais, il y a Sylvain qui parlait de la densité justement de plantation. Jérémy parlait de 7000 pieds hectares. Voilà, peut-être que Romain, tu veux répondre à cette question? La densité, la densité, si on prend les appellations régionales du type Sévrémen ou autre, elle est de 6500 en minimum. Donc évidemment, c'est un minimum, elle peut être au-delà. Donc elle se calcule via un écartement, hein, entre rang et sur le rang. C'est toujours un débat qui fait un peu rage, hein, dans le monde professionnel. On a une densité qui est un petit peu hybride dans le Nantais, qui est plus dense que, on va dire, beaucoup de nos collègues ligériens, qui ont des vignes parfois un petit peu plus larges. Bon, moi, j'ai une vision un peu technique, un peu assez classique là-dessus, hein, c'est que c'est un rapport feuilles-fruits, à mon sens. Donc, c'est un critère parmi d'autres, mais on pourrait avoir des densités moins importantes, mais du moment qu'on gère bien le rapport feuilles-fruits, c'est tout à fait gérable. Mais actuellement, on est à 6500 pieds et parfois sur des plantations un petit peu plus anciennes, 7500 pieds. Donc, qui oblige plutôt, d'un point de vue technique, à avoir des enjambeurs et des vignes qui sont un peu plus basses, ce qui effectivement peut poser quelques questions dans le cadre climatique, parce que évidemment que pour contrer aussi, par rapport au problème de gel, quand on a des vignes un petit peu plus basses, il faut aussi plus gérer l'herbe, qui peut un peu faciliter, accroître les risques de gel par rapport à des vignes qui seraient éventuellement plus hautes. Un certain nombre de conséquences.
d'un point de vue des réflexions, entre guillemets, sur les règles techniques qui peuvent exister. Est-ce que peut-être tu peux juste terminer avec la partie cartographie des crues, juste pour terminer là-dessus? Oui, alors, si on peut dire un ou deux petits mots. Alors, je me permets toujours, c'est toujours bien de le préciser, parce qu'on parle de plusieurs appellations ou autres. Finalement, entre les muscadets, on a 5 grands points qui se différencient. Le principal et le premier, c'est ce qu'on appelle la sélection des parcelles. Donc, c'est justement la sélection des terroirs sur des critères qui sont géologiques, pédologiques, topographiques, la charge, la maturité, la durée d'élevage, on en parlait un petit peu tout à l'heure, et des règles de conditionnement. Et donc, évidemment, sur les crues, on est toujours plus exigeant sur ces critères-là. Si on veut un peu se positionner sur la carte, alors là, j'ai une autre carte qui nous permet de nous situer peut-être un petit peu plus facilement avec Nantes et quelques communes. Ça parlera un petit peu plus à certains qui pratiquent la région. Donc, je précise toujours, le vignoble nantais, notamment le Sévremen, est au sud-est de Nantes. Et ça, c'est une de ses particularités. Les crues, c'est une démarche qui a débuté officiellement au début des années 2000. Les critères qui différencient les crues entre eux, ils sont avant tout des critères d'ordre géologique et pédologique et topographique, géographique. Alors, il y a un recoupement qui est très fort. On ne peut pas dire à 100%, mais c'est quelque chose qui s'observe presque jamais. On a un recoupement qui est très fort entre la nature géologique et les crues ou un certain nombre de crues. C'est-à-dire que Gorges est vraiment sur ses gabbros, Clisson est sur ce granit de Clisson, Château-Thébault est sur ses granodiorites plus ou moins mélonitisés, c'est-à-dire un peu plus en gneiss en certains cas. La Fouassière est sur ses orthogneiss, etc., etc. Ça, c'est un critère qui est quand même assez important, même si, voilà, là, c'est mon cœur de technicien qui parle. La géologie, c'est qu'un paramètre. Parmi d'autres, ça ne suffit pas. La vigne, elle vit aussi sur un sol. Elle n'arrache pas les minéraux à la roche, elle pompe de l'eau finalement. Et donc, le sol lui-même, effectivement, il est notamment issu de la dégradation du sous-sol et de la roche. Donc, on a une interaction. Et finalement, un terroir, on précise toujours ça, mais c'est bien d'avoir en tête, je pense. Un terroir, c'est une interaction entre les pratiques, c'est-à-dire l'homme, le végétal et le milieu naturel qui est composé par la géologie, un sol, une topographie, une situation. Et c'est l'interaction de tout ça qui peut donner lieu à des vins qui ont des caractéristiques, un type, un profil, des qualités. Alors après, je ne sais pas si je peux, voilà, on pourrait parler de tous les crus, mais chaque cru a un peu sa carte d'identité d'un point de vue technique. Alors moi, je ne veux pas vous assommer de technique non plus. Ce que tu pourrais faire peut-être, c'est repasser sur la slide d'avant et nous montrer, tu vois, géographiquement, où sont les crues. Voilà. Non, celle d'après, si tu peux. Pardon. Ici. Ouais, voilà, comme ça permet, tu vois, de localiser un peu. Voilà, un petit peu. Donc là, elle recense que vous avez les crus vraiment reconnus en couleur et les projets qui sont donc à l'est, Valette et la Fouassière. Ici, là aussi, on a Chantosso qui est plus au nord sur les côtes de Loire, mais qui sont visibles. Là, ça montre vraiment l'aire, ce qu'on appelle l'aire du cru, c'est-à-dire sa zone générale. Évidemment, à l'intérieur de ça, on n'a que une constellation de parcelles qui, elles, sont bien sûr acceptées au cas par cas en fonction d'un certain nombre de critères. Là, on n'a pas trop le choix, il faut sortir à l'intérieur et faire des trous, parce qu'il faut bien sûr observer in situ. On peut montrer juste parce qu'on a souvent Château-Thébault et Jérémy. Alors là, je le montre plus pour la photo. Le texte, si vous êtes à l'aise, vous pouvez le lire, mais on a des photos qui montrent un peu le caillou et surtout la situation. Et là, on est presque… on ne va pas dire qu'on est chez Jérémy, mais on n'est pas loin de chez Jérémy. On n'est pas loin. Voilà, on est côté Château-Thébault sur ce qu'on appelle Caffino, pardon. Hop, voilà. Et on voit bien, donc on voit les vignes de Caffino et on voit bien cette falaise avec la roche qui est ici le granodiorite et les vignes qui sont dessus. Si un jour vous passez dans la région, je vous invite à les visiter, c'est très joli. Mais voilà, donc ce qui montre un petit peu que la vigne, elle a 40 cm de sol et en dessous, on a une roche qui est plus ou moins dégradée, fissurée, mais dans laquelle elle va pouvoir aussi plonger.
Il y avait une Donc, question oui, il y avait une question, il y a une personne qui demande est-ce qu'il y a des melons, enfin des melons, des muscadets francs de pied. alors, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, à ma connaissance. Il faudrait vous trouver quelques vignes pré-phylloxériques. Le muscadet, il est comme la plupart des autres vignobles, hein, il a été touché par le phylloxéra et donc rétabli via le greffage. Donc, On a j'ai pas quelques connaissance. marcottes hein, quand on a Ouais. rétabli là, avec mes parents. On a fait beaucoup de marcottage où là, les brins qui sont marcotés sont francs de pied. Pour l'instant, ils tiennent bien. On n'a pas de phylloxéra. On a fait un petit peu, on a pris une prise de risque aussi. Nous, on a planté une folle blanche franc de pied il y a 7-8 ans sur un terroir de granit de Clisson, donc très séchant, que du sable issu d'altération de granit. C'est un peu trop tôt pour dire, mais pour l'instant, on n'a pas vu le phylloxéra, il tient et il nous fait des belles choses. C'est moins vigoureux. Il n'y avait pas Éric Chevalier aussi, près du coin de Grandlieu sur ces sables. C'est pas impossible, oui, qu'Eric ait des francs de pied. C'est pas impossible. Il y Mais a, ils ne sont pas d'origine, je pense. S'il y en a, c'est soit des complantations, soit des replantations qui ont été faites après. Mais je ne suis pas formel. il y a une dégustation là, qui va être organisée bientôt par Loïc Pasquet de Bordeaux, que vous connaissez, où il a demandé à plein de personnes qui font des francs de pied, qui vont faire voilà, une dégustation comparative sur les mêmes parcelles, unifier de la même façon une partie franc de pied, une partie greffée. Donc ça va être fait à l'aveugle, donc c'est intéressant de voir le retour de ce que ça peut donner. Oui, c'est intéressant. Après, il faut aussi Oui, modéré, bien sûr. il faut aussi se dire que sur les porte-greffes, sur les bois américains, il y a tout un panel de vigueur possible. Donc, comme là, c'est vrai que nous, le gros plan, ça faisait un grand écart parce que la plupart des gros plans, ils sont mis sur des porte-greffes qui sont des SO4 qui sont très vigoureux. Donc, c'est pas blanc ou pas noir, quoi, c'est ce que je veux dire. Yes. Alors, du coup, on se disait là, on a vu toutes les crues qui existaient, etc. Au sein de la fédération et des vignerons, quelles sont les avancées, les challenges futurs là? Qu'est-ce qui va se mettre en place? Est-ce que vous pouvez nous donner des petites infos croustillantes? Qu'est-ce qui va se passer sur les Et après, prochains challenges? Benjamin, on passera la parole pour la conclusion. Où il y a Gilles qui nous demande donne-nous tes coups de cœur pour que j'ai envie d'aller passer mes vacances dans la région du Muscadet. Qui attaque? Vas-y, Romain, vas-y. Oui, non, alors après, nous, d'abord, on a une actualité toujours, hein, c'est un travail de longue haleine, les crues. Donc, évidemment, là, on est sur un format un peu conditionné. Donc, on ne va pas présenter chaque crue longuement. Je vous invite plutôt à aller faire ce travail en allant les déguster. En vrai, on en a 3 qui sont en cours d'instruction, qui sont Valette, La Fouassière et Chantosso. Et donc, c'est quelque chose qui est assez chaud et on espère quand même avancer assez rapidement. On est vraiment sur les études techniques, géologiques, etc., avec des experts. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Je pense que ce qui est aussi bien, c'est qu'on a des millésimes pour les crues. Comme on en parlait, on est sur des élevages longs, puisque les minimums sont plutôt de 18 ou 24 mois selon les crues, et les usages sont quand même plus proches des 24, 36 mois. Donc, on va arriver bientôt avec des millésimes comme 2018-2019, qui sont des millésimes qui ont des très, très gros potentiels sur les crues, hein, qui vont arriver progressivement, qui commencent pour les premières mises. Je vous invite à goûter et à mettre en cave, parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, on est sur des vins qui ont des capacités de garde qui sont extrêmement importantes. Ça, on a vraiment ces millésimes-là qui sont vraiment super intéressants. 2020, ils sont encore un peu jeunes. Et puis, 2021, on est sur un millésime, malheureusement, on en parlait tout à l'heure, qui souffre du gel. Donc, on a des super qualités, mais il n'y en a pas, il y en a moins. Voilà, c'est le jeu. Voilà. Donc, après, je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il y avait une question, je voulais revenir tout à l'heure, c'est sur un peu le profil de chaque crue. Je pense que nous, on a une expertise parce qu'on est vraiment dedans. Donc, on est un peu dans ça et on en a une vision. Il faut raisonner en fréquence. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas prendre un seul cru sorti de tous les autres ou une seule bouteille. Mais pour nous, on n'a aucun doute sur le fait que quand vous prenez une série de gorges et une série de Clisson, c'est vraiment deux mondes différents.
hein, les clissons qui ont vraiment, avec ce granit, une forme de velouté, souvent aussi une intensité alcoolique, hein, une texture qui est plus marquée. Les gorges qui ont vraiment des tensions et des notes plus fumées, par exemple. Et je prends juste l'exemple de clisson et gorge, mais on pourrait en parler de beaucoup d'autres là-dessus. Et ça, c'est aussi un élément important dans l'identité des crus. Donc, souvent, on va voir les dégustateurs vont vraiment préférer l'un ou l'autre, ce qui finalement est pour nous intéressant, parce que ça veut aussi dire qu'il y a des marqueurs forts, hein, simplement. Je ne sais pas si Jérémy a des choses à rajouter, et puis s'il y a des questions, des ultimes questions. Non, Benjamin, non, je sais pas, vas-y, Jérémy, comme tu veux. non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, Romain. Benjamin, tu nous donnes un ou deux coups de cœur qui vont faire rêver nos amis Pour découvrir la région ou d'un point de vue viticole? viticoles. Après, moi, j'ai l'occasion de y être quasiment tous les week-ends parce que j'ai ma belle famille qui habite à 2 pas de chez Joulandron. Bon, au-delà de faire du favoritisme sur tel ou tel vigneron, déjà d'aller voir quand même Jérémy parce que, bon, on peut aborder le muscadet par là, c'est une notion, de valorisation de cru, en fait, mais je ne sais pas si Jérémy, dans ta gamme, tu as toujours chapeau melon, Oui, des lapins de Siphon et cetera. Enfin, il y a aussi euh, un vrai intérêt de rentrer par déjà, ne serait-ce que le cépage pour le comprendre, et ensuite, de par la pédagogie que tu as dans tes gammes, les bêtes curieuses, et cetera. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais si, ça existe toujours. Et tu soulignes quelque chose d'important, très important, c'est que, comme on disait, il y a un côté assez élitiste, hein. C'est compliqué de déguster des crus, des vins qui sont peu variétaux, où ça demande de l'attention, où on est sur des subtilités, des côtés un petit peu herbes séchées, un peu mentholés, fumés, comme disait Romain. C'est vrai que c'est c'est pas simple de prime abord, on va dire, pour un néo-consommateur. Et c'est là où on se doit aussi d'être complet dans nos gammes. Et tu as raison, Benjamin. On a des petites cuvées d'entrée de gamme qui restent soit des petits vins de France, soit des muscadets plus faciles, gourmands, qui nous permet quand même d'attraper des néo-consommateurs dans un premier temps. Et puis après, de leur faire goûter peut-être des cuvées parcellaires avec moins d'élevage, et puis ensuite d'enchaîner sur des crus. Et ça nous permet. Alors, c'est un travail de fond, c'est vraiment le gros travail dans la vigne avec Romain, etc. On l'a fait, nos terroirs, on les connaît, nos vinifs, on est à peu près calés, même si chaque année, on doit un petit peu se réinventer en fonction du climat. Mais notre gros travail maintenant, c'est la pédagogie. Et donc, on a besoin de petites cuvées faciles, de muscadets un peu sympatoches, pour emmener nos clients vers des cuvées de gastronomie et puis plus techniques. C'est un tout, c'est clair. Ouais. et surtout, Nantes, on n'a pas parlé, mais Nantes a quand même historiquement, la ville à côté, la préfecture, est soutien de son vignoble. Il y a un vrai travail effectué aujourd'hui. Nantes est une ville magnifique, mais qui a souvent été détournée de son vignoble, qui était un petit peu pour certains, un peu la verrue des citadins. Et en fait, aujourd'hui, tout simplement, je pense que le meilleur moyen de découvrir cette région-là, déjà, c'est de venir, c'est d'aller mettre la tête dans le cep, d'aller rencontrer les vignerons, qui sont toujours ravis d'aller échanger avec vous. Vous allez pas être accueillis par des belles hôtesses du Médoc ou des bourguignons qui vont rien avoir à vous vendre. Ouais, dis que les filles sont moches chez nous. Non, mais des belles vigneronnes qui vont mettre, voilà, Marie Liobeau, par exemple, ou d'autres, qui vont être vraiment avec les mains dans le cep. Et voilà, il y a à Nantes, par exemple, les tables de Nantes, où vous avez des vraies relations entre les vignerons et les restaurateurs. Il y a un niveau gastronomique à Nantes qui est absolument énorme. Il n'y a pas besoin d'aller à la Baule pour se faire plaisir. Et après, il y a aussi l'Interpro qui fait, enfin, en tout cas, le Romain et le syndicat qui a repris la main, à travers, Voyage dans le vignoble. Tout à l'heure, on était à Pontcafino, il y a un superbe endroit avec le Belvédère, du coup, qui est un endroit, d'onotourisme absolument extraordinaire. Vous avez la vue globale de toute la vallée de la Sèvre. Vous parliez tout à l'heure de lecture de paysage. Moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est d'aller sur la butte de la Roche, où vous Oui. allez voir le marais de Goulaine, vous allez voir la tour de Bretagne et avoir une vue à 360 sur l'ensemble du vignoble. Les bords de Loire aussi, ou Champ de Tosso, on est sur des vieux terroirs oubliés, des coteaux. Peut-être que Jérémy, tu as des projets de réinvestir ces coteaux qui sont difficilement mécanisables. Mais enfin voilà, vraiment, c'est moi ce que je vous encourage à faire, c'est vous passez un week-end à Nantes, c'est très facile de Paris, etc., d'y venir, ou même dans d'autres coins de France. Et vous prenez votre voiture et vous allez à la rencontre de tous ces vignerons-là. Je crois qu'il y a toujours la démarche des caves touristiques, etc., vignobles et découvertes qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, c'est un vignoble qui s'est structuré pour accueillir du
du monde. Et surtout, vous allez passer des vrais moments en découvrant pas que des huîtres, le beurre nantais et des très jolis accords avec pas du petit mouillon, les foisses, etc. Il y a des très très jolies choses à découvrir et surtout voilà, un très très beau moment à passer, quoi. Et surtout des vins qui, ça je le répète, qui d'un point de vue complexité, d'un point de vue énergie, tension, etc. Voilà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour rentrer plus de technique, moi je voulais juste finir là-dessus. Les cépages sont à la mode, qui sont des vins tendus, droits, etc. On parle souvent du Riesling, du Chenin, etc. Mais moi j'aime bien faire des parallèles avec le Sylvaner, l'Albarino ou même le Fendant dont tu parlais Franck tout à l'heure, qui sont des cépages qui sont finalement pas très variétaux, mais quand on prend le temps surtout de bien les travailler et de les mettre sur les bons terroirs, ça donne des choses qui sont absolument magnifiques, quoi. Est-ce que tu peux juste relâcher le parcours, l'écran, s'il te plaît, Romain? Bien. Ouais, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On arrive à la fin de ce beau temps de partage. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Moi, je vais vous dire un grand merci, Romain, Benjamin, Jérémy, d'avoir partagé, et Justine, bien sûr, d'avoir partagé ce temps avec nous pour faire connaître ce magnifique vignoble, moi, je trouve assez épatant. Il y avait une petite question pour toi, Jérémy, sur l'achat de tes vins. Est-ce qu'on peut commander ou acheter au domaine? Je crois que tu m'as dit qu'il y avait une promotion exceptionnelle en ce moment, moins 80%, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est une achetée 11 offertes en ce moment. Faut nous envoyer un petit mail. Vous nous trouverez facilement sur. Mets ton mail dans le chat. Hein, non, mais vous tapez Jérémy Huchet Vigneron sur Internet. Si vous ne nous trouvez pas, c'est pas possible. Bon, un immense merci à vous tous. Et les vins sont très pédagogues. Moi, pour la petite histoire, j'avais mon premier amour avec les vins du Muscadet, c'était avec les vins de Jérémy, justement, sur Salon, où on m'avait dit, tu veux comprendre un petit peu ce qui se passe dans le Muscadet, va déguster ces vins. Et c'est hyper intéressant d'avoir vu, le jour-là, on a vu de manière simple et efficace, enfin voilà, tout de suite, clairement, les parcellaires et l'intérêt en fait de la parcelle et de la valorisation de chaque parcelle et des terroirs. Donc ça, c'est vraiment une super porte d'entrée pour comprendre ce monde merveilleux du Muscadet. Alors, on se retrouve le jeudi 27 janvier pour un thème un peu particulier, c'est la vinothérapie. Donc, on va travailler avec une école partenaire qui s'appelle l'École internationale des spas à Paris. Donc, il y aura un intervenant sur les huiles essentielles, un masseur professionnel et deux professionnels du massage. Et on est en train de travailler avec eux sur un projet de mélanger le vin et le massage. Donc, pourquoi pas le déguster en se faisant masser. Voilà, donc on aime bien les innovations. Donc, la vinothérapie, alors, ce n'est pas encore remboursé par la Sécu, ni on n'a pas encore de preuves scientifiques. Enfin, nous, on y croit dur que ça permet de lutter contre le Covid. Mais oui, parce qu'un dégustateur plein a moins de risques de choper le Covid. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, on valide. Donc, merci à vous tous. Merci tous les 4. Et puis, on se retrouve bientôt, le 27. Et puis, n'hésitez pas, buvez bon, buvez large, buvez du blanc, buvez du muscadet. Merci Franck. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. À bientôt. Salut.